sommes ce matin à Metz, au siège social de l'entreprise Biotope, boulevard Maréchal Foch. Biotope, c'est la première entreprise française d'ingénierie écologique. Elle emploie 250 personnes dans ses 16 agences en France et à l'étranger, dont 60 au siège social ici, à Metz. Alors, quelles sont exactement les activités de cette entreprise? Comment est-elle née? Pourquoi s'est-elle implantée à Metz? Voilà quelques-unes des questions que nous avons posées aux trois fondateurs de Biotope, Frédéric Melki, Michel Geniez et Thomas Menu. Première question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce qu'un biotope? Un biotope, c'est le lieu de vie des espèces animales et végétales. C'est la maison de la vie, la maison de la nature. Ça comprend les éléments dits abiotiques, c'est-à-dire le sol, le climat, le vent, la pluviométrie, etc. Et les êtres vivants qui peuplent le biotope s'appellent la biocénose. Je suis désolé d'utiliser des termes un petit peu compliqués. Et l'ensemble, c'est l'écosystème, le vivant et l'habitat. Voilà. Alors, après cette réponse claire et savante, la deuxième question, qui à mon avis est assez évidente, c'est que comment s'articule à propos d'une définition très scientifique des activités d'ordre économique? En fait, c'est lorsqu'on a choisi le nom de l'entreprise, on a cherché un nom qui soit à la fois simple à retenir, facile à prononcer, relativement facile à prononcer également dans d'autres langues que le français, et qui ait un rapport évident avec notre activité, qui est de travailler sur l'écologie et la biodiversité. D'accord. Donc les intentions, c'est ça qui est affiché. Absolument, absolument. C'est clairement les intentions. C'est un nom qu'on retienne et dont on comprenne assez vite que ça parle de biologie et de biodiversité. D'accord. Alors, qui fait appel à vous et pourquoi faire? Alors, qui fait appel à nous? Beaucoup de monde en fait. Il faut savoir que notre activité, même si elle est centrée autour de l'écologie, de la biodiversité, de la nature de manière plus large, est une activité qui concerne un petit peu tous les segments de l'économie et tous les segments de la vie. D'abord, ce sont les gens qui font de l'aménagement du territoire, que ce soit des aménageurs privés ou des aménageurs publics. Par exemple, tous ceux qui vont construire des routes, qui vont construire des voies ferrées, qui vont travailler à la construction de quartiers, de zones d'activité, mais aussi les dispositifs énergétiques comme les éoliennes, les panneaux solaires, les systèmes hydrauliques. Hein, voilà. Tout ça peut faire appel à nous pour réaliser leurs études environnementales. Donc vous faites des expertises. On fait des expertises et on fait des études dites réglementaires qui permettent à ces activités de se dérouler tout en prenant en compte l'environnement. Et nous réalisons les travaux qui permettent à ces gens qui vont faire de l'aménagement d'obtenir leur autorisation administrative de faire leurs aménagements. Il y a un côté juridique là-dedans. Il y a un côté juridique, absolument. Il y a un côté juridique qui est une part assez importante de notre activité, puisque finalement on fait de l'écologie, mais dans le cadre de textes réglementaires qui par ailleurs sont fort compliqués et qui nécessitent, en ce qui nous concerne, un travail de mise à jour permanent. Bien. Est-ce que vous pourriez nous donner un ou plusieurs exemples locaux, autant que faire se peut, de votre activité avec justement ces différentes entrées, peut-être que vous venez de nous les citer? Tout à fait. Alors, vous voulez préciser préalablement que là j'ai parlé d'une partie de notre activité qui concerne les problématiques d'aménagement du territoire. Mais on travaille aussi sur des problématiques de conservation de la nature, conservation du territoire et de gestion du territoire. Par exemple, lorsque une collectivité souhaite conserver, aménager et ouvrir au public des terrains naturels, elle a besoin de comprendre le fonctionnement de l'écosystème. Vous voyez, je réutilise les termes que j'ai expliqués au début. Mais aussi, elle a besoin de gérer l'interaction homme-nature. Parce que sur un territoire, même si c'est un territoire qui va être dédié à la conservation de la nature, et des activités humaines se déroulent. Il y a des gens qui travaillent peut-être dessus, des agriculteurs, il y a des gens qui ont une activité récréative, qui font, je sais pas, du jogging, ou qui chassent, voilà. Et faire cohabiter à la fois ces activités humaines, l'écosystème préexistant et les nouvelles activités qui vont être ouvertes au public nécessitent ce qu'on appelle un plan de gestion, et c'est un travail assez complexe et assez polyvalent qui nécessite de faire intervenir notamment nos équipes. Puis, dernière partie qui est
très importante, c'est une partie édition et communication, voilà, que nous réalisons depuis à peu près 20 ans. Alors, pour répondre à votre question, votre dernière question, effectivement, il y a des projets locaux. Pour donner un exemple local, ici à Metz, on a travaillé aux études environnementales pour le rond-point de Loupian qui est actuellement en cours de construction. Et là, je crois que Thomas, peut-être... J'ai travaillé un petit peu. Alors, j'ai travaillé un petit peu, je n'ai pas fait le suivi précis de ce dossier. Mais en gros, une étude d'impact est obligatoire sur un projet de déviation, pas de déviation, de rond-point, pour améliorer la circulation routière. La rendre moins dangereuse surtout, et c'est plutôt ça. Et l'étude d'impact une étude d'impact environnemental a un volet faune-flore qui commence par des expertises des milieux avant travaux. Donc on va regarder qu'est-ce qu'il y a en oiseaux, en botanique, en flore, en insectes, etc. On va se focaliser sur les espèces qui sont dites patrimoniales, c'est-à-dire rares, et surtout protégées, pour lesquels en gros, les textes de loi disent qu'il ne faut pas détruire soit les individus, soit les habitats. On va ensuite, à partir de cet état initial que l'on aura établi à la bonne saison, bien sûr, c'est-à-dire au printemps en général, printemps, début d'été, ensuite on va tenter de quantifier les impacts du projet, donc souvent liés à l'emprise de la future route ou du futur rond-point, sur ce qu'on aura trouvé en termes d'habitat et d'espèces patrimoniales et protégées. Et ensuite, proposer à l'aménageur, on va proposer des mesures pour réduire l'impact de ces travaux et ensuite de la circulation future sur cette faune, cette flore patrimoniale. Donc il y a des mesures qu'on dit d'atténuation, de réduction ou de suppression, donc qui consisteraient par exemple à avoir des systèmes de protection pour éviter les écrasements sur la route si jamais il y avait on va dire, des populations de petits mammifères assez importantes. Et je donne un seul exemple. Et ensuite, pour tout ce qui est mesures, on va dire, pour les impacts résiduels qui ne sont pas réductibles, on propose, si nécessaire, si vraiment il y a une faune ou une flore intéressante, des mesures compensatoires, c'est-à-dire des actes qui vont viser à compenser les territoires perdus ou faire en sorte de maintenir ou de renforcer une population d'espèces qui aurait pu être abîmée par ce projet. Voilà, donc ça c'est un exemple très concret à la porte de Metz sur lequel on intervient de manière, je dirais un peu... Ça se voit pas, quoi. Oui, mais c'est important. C'est vrai que le grand public connaît cela par voie des reportages sur un tunnel pour les hérissons, en dessous de mais là, on est dans du plus concret chez nous. Donc, et on ne se rend pas forcément compte, parce qu'on n'est pas dans votre métier, que même pour un rond-point qui paraît quand même quelque chose de banal, il y ait au départ toute cette étude et cet examen des conséquences et des mesures prises pour éviter des conséquences qui puissent être négatives. Alors, sur un projet, on va dire modeste comme le rond-point de Metz, on va dire les mesures peuvent ne pas trop se voir, voire même il peut ne pas y avoir beaucoup de mesures puisqu'on va toucher essentiellement une nature ordinaire. Par contre, quand on est sur des très grands projets d'aménagement, sur lesquels on travaille aussi, projets TGV, notamment entre Nîmes et Montpellier, sur 80 km de lignes TGV très très larges avec des travaux gigantesques, c'est quand même 2 milliards d'euros de travaux. On développe cette fois-ci on va dire, ce sont des dossiers qui peuvent être très très lourds et sur lesquels on va avoir des mesures compensatoires, même des mesures de réduction qui sont beaucoup plus techniques, voire technologiques. Donc là, on va dire par exemple sur les fameuses, pour compenser les pertes d'habitat d'une espèce d'oiseau très patrimonial, l'outarde canepetière, il y en a quelques-unes aussi à Metz, on va avoir pas mal de dizaines de millions d'euros de compensation qui vont aller dans le sens en gros de la réhabilitation d'habitats agricoles traditionnels et donc c'est un travail assez complexe qui se fait avec les agriculteurs pour justement que leur pratique agricole soit les plus compatibles possibles avec la coexistence avec ces oiseaux. Alors une question qui me vient en vous écoutant, parce que ça c'est les préconisations, c'est l'expertise préalable, mais est-ce que vous faites aussi le service après-vente, c'est-à-dire éventuellement donc aller auprès des agriculteurs pour vérifier ou aider à mettre en place ces mesures compensatoires?
Vas-y. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors on ne le fait pas à chaque fois, parce que et il y a d'autres partenaires qui le font, hein, mais bien entendu que notre métier va dans l'accompagnement de la démarche jusqu'au bout. Et j'ajouterais même que la partie la plus intéressante, c'est après. C'est au moment où on va restaurer la nature, où on va construire, on va dire, de nouveaux habitats pour les espèces et aller dans le concret. Voilà, la phase réglementaire, elle est indispensable, parce qu'on ne peut pas aménager n'importe comment, comme ça se faisait avant. Ça, vraiment, les choses ont beaucoup changé en 20 ans en France. Hein. On a vu, on est finalement aussi des témoins de l'évolution de la prise en compte de l'environnement. Il y a des changements, mais absolument radicaux qui se sont passés en 20 ans. Et là, on est un petit peu à l'aube d'un nouveau changement qui est l'aval. C'est-à-dire maintenant, on va travailler jusqu'à ce que le projet se fasse, on va travailler pendant que le projet se construit, en faisant du suivi de chantier, et ensuite, on travaille après à la mise en œuvre de ces mesures d'atténuation ou de ces mesures compensatoires. Et là, effectivement, ça comprend ce qu'on appelle la gestion de territoire. On devient gestionnaire de territoire avec des partenaires qui sont de différentes natures, et on devient effectivement des acteurs de la conservation de la nature. Ce qui est intéressant dans ces questions de compensation écologique, c'est que finalement, un mal devient un bien qui atténue le mal. Voilà, le bilan global reste quand même un aménagement qui impacte la nature. On ne peut pas dire que le bilan global est positif. Moi, ça, je me suis toujours refusé à dire. Par contre, le bien qui vient ensuite atténue très fortement le mal et fait un bilan global qui devient faiblement négatif, à mon sens. D'accord, c'est beaucoup plus clair pour moi maintenant. Merci.